Grenoble participe à écrire une histoire mondiale. Grenoble est la première ville de France, le premier territoire en nombre de brevets par habitant. On est à plus de 8 brevets, 8,1 brevets pour 10 000 habitants. Grenoble est composé d'industries qui ont des dimensions internationales et qui sont ancrées dans des écosystèmes très variés. Mais on a cette chance d'avoir ce brassage permanent qui alimente beaucoup et qui rend cet écosystème aussi riche. Une des choses qui fait que Grenoble est un écosystème particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels, start-up, PME et ETI qui ne sont pas en concurrence. Donc on peut se parler, on peut partager des innovations. On dit souvent que Grenoble a réussi cette fusion, cette alchimie entre l'industrie, la recherche et la formation. Mais il y a une forme de solidarité entre tous ces acteurs et une puissance du collectif. Je pense qu'il y a un esprit pionnier sur Grenoble. Il y a quelque chose peut-être de la montagne, d'essayer des choses qui ne sont pas faciles. Il y a une sensibilité de l'écosystème grenoblois à tout ce qui est nature, montagne. Cette sensibilité, elle est présente et elle se déploie dans les différentes startups qui naissent dans le territoire. Alors on vient de voir un best-of des meilleures phrases extraites de ce documentaire, la Deep Tech au sommet, des différentes interviews qu'on a réalisées au sein d'un projet pour lequel tu as réuni notre équipe, Florent. Tu avais l'ambition de mettre en lumière ce territoire, sa capacité d'innovation. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie ? Oui, effectivement, à mon arrivée à Grenoble il y a 3 ans, j'ai été impressionné par plusieurs choses, par la puissance économique et industrielle du territoire, et encore plus que ça, par l'intensité technologique des projets qui en sortaient. Qui sont souvent des projets qu'on qualifie maintenant de deep tech, c'est-à-dire construits en lien étroit avec le monde académique. Ça m'a impressionné réellement, d'où ce projet d'interview, de reportage pour essayer de comprendre. Alors c'est difficile à résumer, ce que j'ai compris, c'est que d'une part, en fait, cette situation actuelle de Grenoble comme grande métropole technologique, c'est un peu le fruit de l'histoire, c'est pas un hasard. Et il y a eu plusieurs événements déterminants, marquants. Pour remonter loin, on peut citer par exemple l'adoption très précoce de l'hydroélectricité qui a eu un impact déterminant dans l'industrialisation des vallées alpines. Un autre événement déterminant a probablement été une capacité de ce territoire à faire venir sur son sol des installations publiques, des installations d'État qui ont eu un impact majeur. On peut penser au synchrotron à quelques mètres d'ici. Et finalement, cette ville qui est de taille moyenne, avec sa population plutôt jeune, 30 000 chercheurs sur quelques kilomètres carrés, elle illustre parfaitement aussi la synergie, l'impact que peut avoir la synergie entre le monde de la recherche et l'industrie. Il y a une histoire que j'ai entendue régulièrement à Grenoble, c'est celle des 3 louis d'or qui ont œuvré pour la création d'un gros campus universitaire. Et ça laisse une trace qui permet, je pense, à ce territoire maintenant de jouer un rôle sur la scène mondiale. On est ici au CEA, au showroom du CEA, qui est un exemple parfait en fait, de ce rapprochement entre le monde industriel et la recherche. Le CEA est un acteur clé des collaborations avec les industriels et aussi de la génération de start-up. Récemment, par exemple, Cobly dans le monde du quantique. Alors justement, nous, en conduisant ce documentaire, on a placé Grenoble à une place particulière. Si on devait maintenant objectiver en réalité ce succès, est-ce que vraiment Grenoble a une place particulière dans l'innovation en France et en Europe ? Alors, je n'ai pas la prétention à pouvoir classer les choses, mais en revanche, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'on vit à un moment particulier, il y a une convergence entre les grands défis de ce siècle, du siècle à venir, et le savoir-faire, les compétences historiques de Grenoble, en gros, qui sont actifs sur 3 grands secteurs, la microélectronique, enjeu de souveraineté majeur, l'énergie et l'environnement, enjeu clé de la transition énergétique, et puis la santé, avec notamment les medtech, qui sont un secteur clé à Grenoble. Ces 3 secteurs historiques ici, qui sont devenus des priorités nationales, ce n'est pas sans conséquences financières. Si on prend le plan France 2030, par exemple, le département de l'Isère a capté 20% des ressources nationales, ce qui est réellement énorme et hors norme pour un département. Ça a aussi un impact sur les levées de fonds qui n'ont pas diminué dans la région, alors que la tendance est globalement plutôt morose. Ce qu'on peut noter à notre niveau, c'est par exemple le nombre de créations de startups deep tech qui se situe systématiquement au-delà de 30 par an, ce qui est un chiffre réellement énorme, là aussi, rapporté à la taille du territoire. On peut aussi, ça c'est plutôt un signe de qualité des projets, relever le nombre de lauréats au concours ILAB, qui est quand même plutôt élitiste, régulièrement une 12aine par an. Et enfin, la presse économique se fait régulièrement écho de divers chiffres,
par exemple le taux de brevets par habitant qui serait à Grenoble parmi les plus élevés de la planète. On peut citer aussi un autre aspect plus qualitatif, c'est je pense, une forte culture entrepreneuriale dans cette région. On parle souvent d'un état d'esprit pionnier qui se caractérise par une culture entrepreneuriale très forte. Il y a un nombre de sièges sociaux qui est réellement important, beaucoup de PME ou de TI familiales qui sont souvent leaders mondiaux sur leur marché. On peut citer Arémon, Poma, ECM Technologies par exemple, ou plus récemment des startups comme Vercor. Et, ce sont des succès entrepreneuriaux qui, je pense, stimulent fortement les vocations entrepreneuriales au profit de projets industriels et technologiques. On a eu la chance d'ailleurs de rencontrer ces acteurs-là. Alors Rani, Florent vient de le citer, il y a cette place des rôles modèles justement sur ce territoire. C'est un sujet, un aspect sur lequel s'est interrogé justement la recherche en matière d'innovation territoriale. Oui, en effet, quand on regarde les recherches à la frontière entre l'entrepreneuriat, la psychologie et la sociologie, c'est ce qu'on appelle l'appariement psychologique des comportements. On voit vraiment l'importance des rôles modèles, et surtout en entrepreneuriat d'ailleurs, parce que d'une part, le moment critique en entrepreneuriat, c'est vraiment ce passage de l'intention à l'action. Et c'est vrai qu'un rôle modèle, ça inspire, ça stimule. C'est la preuve vivante, en fait, que c'est possible, que s'ils l'ont fait, les autres peuvent le faire. Et donc, il y a vraiment une question de légitimation que procurent les rôles modèles. Le deuxième point aussi, la deuxième force, en fait, des rôles modèles pour un territoire, c'est qu'ils vont aussi être mentors et ils vont du coup faire éviter aux jeunes entrepreneurs des pièges potentiels, ils vont avoir plus de connaissances sur des secteurs particuliers et ils vont vraiment permettre d'inspirer, de stimuler des idées qui peuvent se transformer. Alors bien sûr, les rôles modèles, ce n'est pas la seule dimension. D'ailleurs, dans le documentaire, on a analysé plusieurs dimensions, l'histoire, la géographie, l'attraction des talents, l'ouverture, la diversité. Si on devait prendre un peu de recul pour les décideurs territoriaux qui nous regardent, qui souhaiteraient peut-être s'inspirer des ingrédients de Grenoble pour essayer de reproduire des choses ailleurs, qu'est-ce que tu leur conseillerais de venir prendre ici ? Vaste question. C'est vrai que les rôles modèles, c'est vrai que c'est pas suffisant. Il faut regarder. C'est ça qui est intéressant justement dans toute cette mini web-série, c'est que on voit en fait qu'il n'y a pas une seule formule magique. D'ailleurs, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est vraiment de montrer qu'il y a une grille d'analyse qui peut vraiment permettre aux développeurs territoriaux de puiser dans cette grille d'analyse. Alors, la première grille d'analyse, c'est que les réseaux d'interaction, l'analyse des réseaux d'interaction permet de voir qu'un territoire avec des réseaux duaux, c'est-à-dire avec des liens à la fois forts et des liens faibles, va être beaucoup plus innovant qu'un territoire qui n'a qu'un type de lien. Les liens forts, ce sont les liens justement avec des interactions régulières, avec une proximité cognitive et géographique aussi, ce que permet d'ailleurs Grenoble, parce que, comme disait Florent tout à l'heure, c'est un territoire où il y a une unité de lieu, où il y a les universités, les entreprises sur énormément de chercheurs sur peu de kilomètres carrés. Donc des interactions régulières, une culture commune aussi qui facilite la diffusion de connaissances. Et d'un autre côté, les liens faibles sont les liens qui proviennent de l'extérieur et qui vont apporter de la diversité en termes de réseau et en termes de connaissances et donc de la nouveauté aussi. Et ça permet, les deux ensemble combinés, permet de créer un territoire beaucoup plus innovant. Un deuxième enseignement, effectivement, de cette série, c'est d'inviter les développeurs territoriaux à utiliser cette grille d'analyse des 4 configurations d'interaction que je présente dans l'épisode 9. Il se trouve que Grenoble a ces 4 configurations d'interaction, juxtapose ces 4 configurations d'interaction et c'est une force. L'idée, ce n'est pas de copier Grenoble, mais c'est plutôt de se poser la question avec ce prisme pour chaque territoire, quels sont leurs réseaux d'interaction, quelles configurations existent en leur sein, afin de faire émerger un territoire plus innovant. Et tu as partagé cette idée aussi que finalement, ne pas se concentrer que sur un seul réseau d'interaction, mais en avoir finalement peut-être plusieurs configurations, ça développait la résilience. Alors, c'est un facteur de résilience, effectivement, d'avoir de manière juxtaposée plusieurs configurations d'interaction, puisque ça permet de réduire le risque sur les orientations stratégiques d'un territoire.
Et s'il devait y avoir un troisième enseignement, ça serait quoi? Le dernier enseignement, et on ne met pas assez l'accent dessus aujourd'hui, c'est l'acculturation entrepreneuriale. Si on veut une forêt de start-up, il faut bien planter des graines. Et je pense que la sensibilisation dans les laboratoires, la sensibilisation des étudiants à l'université, la sensibilisation à l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est aussi une question d'interaction d'ailleurs, puisqu'il faut vraiment que université, laboratoire et entreprise puissent, dès le départ, inspirer les jeunes et notamment les doctorants avec leurs résultats de la recherche pour qu'il y ait des startups. Parce que les deep tech ne naîtront pas d'un désert. Alors le sujet justement de l'acculturation entrepreneuriale, c'est un sujet sur lequel tu es très impliqué, toi, Rani. Et vous, Nolwenn, du côté de BPI France, est-ce que vous estimez, là, reprenant la métaphore de Rani, comme des cultivateurs? Alors, on essaye, effectivement, c'est un gros sujet, ce sujet de l'acculturation et du changement culturel pour promouvoir la valorisation de la recherche par l'entrepreneuriat. Alors, nous, on est cultivateurs à notre niveau, c'est-à-dire que, évidemment, BPI France, qui a des bureaux un petit peu partout en France, a des référents Deep Tech qui font, d'ailleurs, on en a eu un avec Rani, qui font des événements pour sensibiliser dès les étudiants, dès le moment du master, mais aussi des doctorants, des postdocs à ces sujets-là. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. En réalité, il y a une dynamique qui est lancée depuis 1 an et même plus, qui s'affine sur les dernières semaines, que sont les PUI, les pôles universitaires d'innovation. Grenoble en a un, FitInnov. Et l'idée vraiment de cet appel à projet national, c'est de promouvoir les liens entre le monde académique et le monde économique et tisser une dynamique locale d'innovation avec les acteurs des deux mondes. Et c'est vraiment créer ce lien qui est au centre de cet appel à projet. Donc de quoi il s'agit peut-être en un mot, 165 millions au niveau national avec une volonté vraiment de mieux définir les périmètres, de mieux travailler la cohérence locale de cette dynamique entrepreneuriale. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et Grenoble, évidemment, un très bon exemple, c'est qu'on a peut-être des objectifs nationaux, mais la réalité se passe au niveau local et on a besoin de cette synergie au niveau local. Florent, récemment à Grenoble s'est tenu le Tech and Fest, qui a été un succès en termes de festival technologique. À cette occasion, la presse n'a pas voulu comparer Grenoble, finalement, à la Silicon Valley française ou européenne. Tu penses quoi de cette comparaison? Alors, premièrement, elle est assez flatteuse. Effectivement, on trouve des éléments qui justifient cette comparaison. Le cadre de vie, alors c'est pas la Sun Belt ici, mais il y a de belles montagnes tout de même. Je pense qu'un autre point de convergence, c'est aussi ce lien, on en a parlé, entre industrie et recherche, qui est quand même une des singularités de Grenoble. Plus la culture entrepreneuriale dont on a parlé aussi. Après, là où il y a peut-être encore des divergences, encore du travail à faire, c'est sur la présence d'investisseurs plus massifs sur le territoire, même si les choses changent. On a parlé de Vercors et son opération hors norme. Elle est hors norme, mais elle a le mérite d'attirer les projecteurs sur ce qui se passe à Grenoble. Et ça, c'est très bénéfique. Donc, il reste du chemin à faire, mais finalement, on n'est pas si loin du fait que Grenoble pourra peut-être prétendre, au-delà d'être capitale des Alpes, qui est un titre revendiqué, à être capitale de la Deep Tech. Alors, on a beaucoup parlé de Grenoble, mais l'objectif, c'était de venir inspirer au niveau national, voire européen. Et justement, sur cette dimension-là, Deep Tech, c'est quoi à la fois les objectifs, les ambitions, la dynamique? Alors, le plan Deep Tech vient de fêter ses 5 ans, donc on a pu voir déjà ce qui avait été fait. Aujourd'hui, les grands défis sont de 2 types. On va avoir un défi sur la création et un défi sur la croissance des entreprises. Sur la création, le gouvernement nous a fixé pour objectif la création de 500 startups Deep Tech par an. Avant le plan Deep Tech, on était à environ 160, on est aujourd'hui à 340, donc c'est déjà très bien, on a doublé, mais en réalité, il y a toujours cette dernière marche à passer. Aujourd'hui, la dynamique, c'est celle qu'on exposait un petit peu plus tôt avec Rani, c'est vraiment ce rapprochement de la recherche avec le monde économique, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait davantage de startups qui sont issues de la valorisation de la recherche fondamentale. Donc ça, c'est un vrai gros sujet, on en a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et la deuxième partie, c'est donc sur la croissance des entreprises. On a un vrai sujet de captation de financement, à la fois en equity, mais en financement, pourquoi pas européen aussi, avec tous les programmes européens qu'on peut avoir en financement non dilutif. Alors, la France est quand même extrêmement bien placée. On parlait de résilience tout à l'heure par rapport aux levées de la Deep Tech. Aujourd'hui, la France est la première européenne, la première de l'Union européenne, puisque le UK est devant de quelques millions d'euros. Mais donc, on se place extrêmement bien sur les levées de fonds. Il y a beaucoup
beaucoup à faire. Grenoble, Paris sont des places importantes de la deep tech, mais il reste aujourd'hui des sujets, probablement avec des investisseurs issus de grands groupes, de grands comptes, avec des exits, pourquoi pas, dans l'industrie davantage, parce que nous, on a un objectif, je disais, de 500 startups deep tech par an en termes de création, mais on a aussi un objectif de 10 licornes et de 100 sites industriels à venir. Donc ce sont vraiment deux dynamiques sur lesquelles on va beaucoup travailler sur les mois qui viennent. Alors Nolwenn, on arrive à la fin de cette série documentaire. Si on devait retenir, transmettre un seul message aux décideurs territoriaux, aux entrepreneurs et aux chercheurs, ça serait lequel? Vaste question. Je pense que pour répondre au mieux aux transitions écologiques et aux transitions sociétales, il faut oser la deep tech. Oser la deep tech au service des transitions, c'est ce qu'on retiendra. Merci à vous trois. Merci.